Bonjour à toutes et à tous. Actu de la semaine de retour avec au menu 3 sujets. D'abord, nous parlerons de cette situation au Sahel central où le Mali et le Niger ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. L'Ukraine que les autorités maliennes accusent de soutenir les groupes indépendantistes du nord du Mali. Nous irons également en Côte d'Ivoire pour savoir ce qu'il faut comprendre de cette phrase de l'ex-archevêque métropolitain d'Abidjan, le cardinal Coutois, qui a affirmé qu'il faut savoir partir. Quelle est donc la résonance de cette phrase dans le contexte actuel en Côte d'Ivoire? Vous entendrez nos analystes. Nous allons terminer par le Sénégal où plusieurs médias rencontrent des difficultés économiques. Deux quotidiens ont fermé durant la semaine, les quotidiens Stade et Sunulamb. Bienvenue dans ce magazine. Cette semaine, l'actualité a été aussi marquée par ces ruptures de relations diplomatiques observées entre le Mali et l'Ukraine et entre le Niger et l'Ukraine. Tout est parti d'un post de l'ambassadeur d'Ukraine en poste au Sénégal qui a posté un message de soutien dans la foulée de ce qui s'est passé à Tinzaouaten, ces affrontements entre l'armée malienne et les groupes armés indépendantistes du nord du Mali. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal qui a été rapidement convoqué par les autorités sénégalaises. Et puis après, c'est le Mali qui a produit un communiqué lu à la télévision publique par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, communiqué dans lequel le Mali fait savoir qu'il rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le Niger va suivre après, lui aussi en annonçant la rupture des relations diplomatiques. La CEDEAO qui réagit en disant non à toute ingérence étrangère dans ce qui se joue actuellement dans le nord du Mali. Tout ceci, nous allons en parler avec en ligne de Cotonou au Bénin, Morgane Assoba Metonji, expert des questions géopolitiques. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mohamed Maïga, analyste des questions sécuritaires, patron du cabinet Alibert Conseil. Bonjour. Morgane Assoba Metonji, la réaction de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, ça sort de ce qu'on appelle l'élégance en matière diplomatique. Pourquoi, selon vous, il a pris quand même le risque de mettre en ligne ce message, quitte à se faire convoquer après par les autorités sénégalaises? Est-ce un risque ou simplement une suite logique de la politique ou de la stratégie du pays qu'il représente? Je pense que dans le fond, c'est une suite logique de la perspective du pays qu'il représente. Maintenant, on peut parler de manque d'élégance ou manque de tact, ce qui va de soi. Parce que disons, la nécessité diplomatique fait qu'il aurait pu s'exprimer autrement ou simplement ne pas du tout s'exprimer par rapport à cette situation, surtout qu'il se retrouve dans un pays qui a le devoir quand même de garder une certaine image. Donc je pense que oui, dans la forme, il y a manque d'élégance, il y a violation d'un certain nombre de principes diplomatiques. Il s'agit ici d'une situation qui n'encourage pas ou bien qui ne va pas dans le sens du positionnement du Sénégal actuellement en tant qu'État médiateur entre les États du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel et naturellement les États de la CEDEAO. Mohamed Maïga, pourquoi se montrer maintenant dans ce conflit qui se joue au Sahel, parlant bien sûr de l'Ukraine? Je pense tout d'abord qu'il y a un premier élément qui est important, c'est que l'Ukraine se situe dans un bloc aujourd'hui qui est un bloc qui n'est pas le même que les États du Sahel central concernés par la question du terrorisme et du djihadisme, et puis également des mouvements rebelles de façon générale. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de représentation diplomatique ukrainienne dans ces pays-là. L'autre aspect qui est important, c'est qu'il faut savoir que depuis 2022, au déclenchement de cette guerre en Ukraine, la diplomatie ukrainienne en Afrique, qui a finalement vu le jour avec la guerre en Ukraine, est une diplomatie indirecte, c'est-à-dire on passe par les alliés,
par les points focaux des alliés de l'Ukraine en Afrique pour mettre en place une nouvelle forme de diplomatie ukrainienne en Afrique. On parle du cas du Sénégal, où il y a une représentation diplomatique ukrainienne sur place. On parle de la Côte d'Ivoire, qui est également aujourd'hui le poste diplomatique à peu près le plus important de l'Ukraine en Afrique. On parle du Rwanda. Voilà, tout ça, ce sont des liens ce sont des représentations diplomatiques en lien avec les alliés de l'Ukraine en Afrique. Donc l'Ukraine n'était pas jusqu'à présent dans une diplomatie directe, mais il était obligé de passer par les canaux des alliés pour un peu parler, malgré le fait qu'il y avait ces représentations diplomatiques. Il faut quand même qu'on garde un peu de recul par rapport à la situation, parce que je pense que du côté ukrainien, il n'y a pas en fait ni d'information ni confirmation, et je pense que l'Ukraine peut-être en fait a mal joué ou a fait une erreur. En tout cas, ce n'est pas clair au niveau de la diplomatie ukrainienne à ce niveau-là, à ce jour. Morgane Assogba-Metondji, en tout cas, les réactions se sont enchaînées. Rupture de relations diplomatiques et surtout ce positionnement de la CEDEAO. Est-ce un clin d'œil pour dire aux États de l'Alliance du Sahel que nous sommes ensemble et peut-être essayer d'influer sur le projet de ces trois pays-là de quitter la CEDEAO? Il s'agit là, quand vous regardez le comportement de la CEDEAO, d'une suite logique. Et il ne s'agit pas d'empêcher ou de même de faire en sorte que ces pays reviennent forcément au sein de la CEDEAO. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de maintenir un cadre de coopération efficace qui va permettre à la CEDEAO de poursuivre son processus d'intégration régionale et de permettre au peuple ouest-africain de garder son acquis. Parce que qu'on le veuille ou non, la notion d'une CEDEAO des peuples est beaucoup plus existante du point de vue informel que du point de vue formel. C'est-à-dire, quand vous vous déplacez d'un pays à un autre, il y a cette envie, ce vouloir vivre ensemble là, qui se matérialise de plus en plus, tellement que lorsque la CEDEAO a pris des sanctions assez sévères à l'encontre de ces trois pays, l'un après l'autre, un micro-trottoir dans les populations vous montre que toutes les populations ouest-africaines, naturellement, se sont sentis concernés et n'étaient pas forcément d'accord. La CEDEAO a déjà pris cette option-là de garder suffisamment de canaux ouverts pour pouvoir se rassurer que le processus d'intégration ne tombe pas à l'eau. Ça, ce sont les objectifs à court terme et immédiat. Mais à long terme, il y a naturellement cette envie de revoir ces États-là revenus qui n'est pas forcément à l'ordre du jour de l'autre côté de l'Alliance des États du Sahel. Donc, l'objectif n'est pas aussi direct. Toutefois, il est important de souligner le fait que la dynamique de coopération est très nécessaire pour la CEDEAO et ce positionnement par rapport au comportement d'abord de l'Ukraine et ensuite même aux attaques qui ont eu lieu au Mali, est un comportement qui va dans ce sens et ce qui reconforte naturellement le positionnement du Sénégal, qui a aussi immédiatement réagi et qui épouse la dynamique de la CEDEAO et des États membres de l'Alliance des États du Sahel. Donc je pense que sur toute la ligne, nous sommes dans la dynamique d'intégration et la dynamique de coopération nécessaire pour le bien-être des peuples ouest-africains. Mohamed Maïga, même si officiellement, vous l'avez dit, il n'y a pas eu une confirmation de sa participation. Quelles sont les issues possibles à ce conflit qui se joue dans l'extrême nord du Mali, où l'armée malienne veut à tout prix restaurer l'autorité de l'État? Effectivement, on peut pas retirer le fait que il y a eu du personnel important de l'architecture diplomatique ou en tout cas sécuritaire de défense ukrainien qui avait un peu évoqué la situation. Il faut attendre pour réellement juger de la volonté ukrainienne aujourd'hui de s'impliquer dans ce conflit-là, ce qui voudrait dire que l'Ukraine aurait alors à ce moment-là une volonté clairement établie
de globaliser le conflit qui se déroule dans l'Est européen. Outre cela, je pense que du côté malien, les choses sont assez claires. Il y a une volonté de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien, ce qui est juste et ce qui n'est pas à interpréter autrement. Donc, le combat de l'armée malienne et de l'État malien aujourd'hui, à vouloir recouvrir l'ensemble du territoire malien est un droit reconnu à cet État par tous les textes qui existent au niveau national, au niveau régional, au niveau continental et au niveau international. Je rebondis un peu sur ce que mon co-débatteur vient de dire. Ce qu'a fait la CEDEAO, c'est totalement cohérent et c'est totalement opportun parce que c'est effectivement ce qu'il fallait faire compte tenu du fait qu'il n'y a pas lieu en fait de déstabiliser encore plus une région déjà en proie à plusieurs formes d'outils ou en tout cas de moyens de déstabilisation. Morgane Assogba-Metondji, c'est vrai que quand le groupe Wagner a été annoncé au Mali, la CEDEAO a réagi, mettant en garde contre les différentes violations des droits humains dont ce groupe est l'auteur. Aujourd'hui, est-ce que l'Ukraine ne va pas prendre appui sur le fait que la CEDEAO a quand même mis en garde les autorités maliennes, mais que Wagner aujourd'hui est présente au Mali et que donc elle a aussi un coup à jouer? Pas forcément. Vous savez, aujourd'hui, je pense que la CEDEAO est en train de retenir la leçon, si elle ne l'a pas déjà retenue, c'est que nous sommes dans une dynamique de multilatéralisme et d'éclosion ou d'implosion de cette poussée de souveraineté ou bien de nationalisme qui n'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest, qui se retrouve même en Europe. On sait un peu ce qui se passe là-bas, simplement que là-bas, c'est beaucoup plus dans une dynamique de conquête du pouvoir des partis politiques, mais c'est matériel. C'est un fait. Même aux États-Unis, on sait qu'il y a cette poussée du nationalisme qui s'impose. Ce qui signifie simplement quoi? Qu'il est temps de ne plus chercher à forcément influencer la politique interne des États. Et la leçon à tirer, c'est que en Afrique de l'Ouest, et surtout par rapport à cette question du Mali, du Niger, du Burkina Faso, c'est bel et bien le problème. La volonté de vouloir imposer les partenaires ou ses partenaires traditionnels à l'autre. Et c'est vice-versa, parce que quand vous regardez du côté du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ils estiment que tous les États qui ont pour partenaires stratégiques, économiques ou quoi que ce soit, la France, les États-Unis, et d'autres pays ne sont pas forcément des États à fréquenter, ce qui est largement erroné. Si du point de vue stratégique, du point de vue étatique de défense des intérêts d'un État, ce qui est plus important, c'est où se situe l'intérêt de l'État. Et dans le cas d'espèce, la CEDEAO n'a aucun intérêt à vouloir dire au Mali, au Burkina Faso, qui doit être les partenaires stratégiques de ces pays-là et vice-versa. Aujourd'hui, l'important, c'est bel et bien comment est-ce qu'ensemble, étant pays, États appartenant au même bloc sous-régional, on arrive à régler les problèmes majeurs qui minent le développement de ce bloc sous-régional. Et aujourd'hui, quand on parle de problèmes majeurs, on parle d'insécurité, on parle de terrorisme, et c'est ça le vrai problème aujourd'hui qui a conduit quand même les différents États à adopter des positions assez complexes parce que certains voulaient se détacher d'un ensemble de partenaires qu'ils estiment étant d'une certaine façon les raisons pour lesquelles la situation de sécurité s'est aggravée dans leur région, et de l'autre côté, d'autres États qui estiment que non, ces partenaires apportent beaucoup plus dans la dynamique de lutte contre ce fléau. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est que chacun continue son partenariat, mais retienne qu'il y a nécessité de coopérer pour que la problématique soit éradiquée de l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Maïga, la situation est déjà assez compliquée dans le nord du Mali et s'ajoute encore maintenant cet affrontement entre la Russie et l'Ukraine de façon indirecte. À quel degré cela peut davantage
compliquer le quotidien des habitants du nord du Mali en particulier? Peut-être que c'est la volonté ukrainienne, mais elle n'est pas encore exprimée. Et comme il serait logique, c'est de voir, c'est d'entendre, c'est de comprendre dans les prochains jours. Et si c'est une réelle volonté diplomatique et sécuritaire de l'Ukraine, dans sa stratégie de guerre, de vouloir globaliser le conflit, en d'autres termes, de vouloir faire déplacer ce conflit dans le nord du Mali. Pour le moment, je pense qu'il faut attendre d'avoir des éléments supplémentaires et officiels, ou en tout cas des éléments d'analyse beaucoup plus approfondis, avec des preuves un peu plus solides que ça. Et je pense que si réellement la volonté ukrainienne est d'amener ce conflit-là sur le territoire africain, en d'autres termes, plus exactement au Mali, la réaction doit venir un peu de tous les pays ouest africains et du continent de façon générale. Parce qu'il ne faudrait surtout pas que nous tombons dans la logique en fait de faire en sorte qu'en Afrique, il y ait des conflits déplacés. Voilà. Et je pense qu'il y a suffisamment de sources d'instabilité interne à ces pays-là, du Sahel central, et plus largement au Golfe de Guinée, et plus encore largement à l'Afrique de façon générale. Il y a suffisamment d'éléments de déstabilisation pour encore amener un conflit très lointain sur les territoires africains et en substance au nord du Mali, qui n'en a pas besoin à ce jour. Il faut accompagner les États plutôt, il faut que les outils les institutions régionales, sous-régionales, africaines au niveau continental puissent en fait réellement se battre pour que en Afrique, nulle part en Afrique, il puisse y avoir en fait des zones de conflit déplacées. Ça, c'est un combat qui doit être mené parce que la survie en fait du continent, le développement du continent, l'après ces années d'instabilité au Sahel central et globalement dans certains pays africains liés à la même cause du terrorisme, ces éléments doivent être éradiqués, mais on doit également faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit déplacé. Alors, je conclus en vous répondant encore une fois, si c'est réellement la volonté ukrainienne de déplacer le conflit en Afrique, je pense que ce n'est plus en fait un combat malien, ni des pays du Sahel central, de l'AES. Ça doit être un combat d'abord de la CEDEAO et un combat de l'Union africaine. Morgana Sogba-Metondji. Je commence déjà par dire que si c'est une volonté manifeste de l'Ukraine de déplacer le conflit, je suis non seulement étonné, mais je vois que cette volonté est très déplacée de la part de l'Ukraine. Et je m'explique. Déjà, il faut parler de capacité à pouvoir déplacer le conflit. L'Ukraine n'a pas la capacité à pouvoir déplacer le conflit en Afrique. Et ce serait vraiment dommage que pendant qu'on soit en train de réfléchir à comment faire en sorte que le conflit ne soit plus d'une certaine ampleur en Ukraine ou qu'il s'arrête clairement en Ukraine, que l'Ukraine soit dans une perspective d'allumer d'autres foyers de conflit très loin de son pays. Ce serait dommage si cela était établi. Mieux, si d'aventure cela est établi et que la communauté internationale, la communauté dite internationale qui a montré sa générosité vis-à-vis de l'Ukraine, soutient encore l'Ukraine, c'est grave parce qu'on sait qu'il y a des critères qui devraient justifier l'apport et le soutien que ces États-là ont à l'Ukraine. Et déjà, même cette déclaration en elle-même pose un problème d'éthique en la matière étatique et en matière d'apport d'un soutien. Ce serait grave pour ces États de devoir répondre devant les différents parlements que l'argent qu'ils envoient à l'Ukraine dans une perspective de l'aider à se défendre, l'Ukraine envisage, malgré sa situation, à travailler, à importer le conflit ailleurs. Donc, je pense que en faisant une simple étude de faisabilité de façon très peu détaillée ou même sans informations spécifiques et détaillées, la faisabilité de cette volonté, de cette hypothèse de volonté de l'Ukraine est très faible et serait très préjudiciable pour l'Ukraine. Mais moi, je pense beaucoup plus que
Ici, l'Ukraine, une fois de plus, si c'est réellement sa pensée que cet ambassadeur a déclinée, se retrouve dans une posture totalement grave. Parce que la même Ukraine est descendue en Afrique simplement parce qu'elle a besoin que l'Afrique s'implique dans cette critique qui doit aller à l'encontre de la Russie pour permettre à l'Ukraine de respirer et que l'Afrique aussi apporte son aide à l'Ukraine. On a entendu le président Zelensky lorsqu'il s'adressait à l'Union africaine, quand même, on a vu un peu ce autour de quoi tournait sa demande. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est très clair que les pays, l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, de cet espace sous-régional, doivent réfléchir autrement par rapport à la question sécuritaire, mais que la déclaration de l'Ukraine n'est pas forcément à prendre au sérieux dans le sens de sa capacité à pouvoir poser de problèmes. Mais cela deviendrait une chose sérieuse si d'aventure les multiples enquêtes ou les services de renseignement de ces États-là venaient à établir le caractère nuisible de l'Ukraine en Afrique et qu'ils venaient aussi à établir le soutien des États comme la France, les États-Unis et bien d'autres qui n'hésitent pas à réellement apporter leur soutien à l'Ukraine et à aider l'Ukraine, que ce soit sur le plan financier, diplomatique ou même stratégique. Nous arrivons au terme de ce débat par rapport à ce qui s'est passé à Tinzaouaten. Cet affrontement entre l'armée malienne et les groupes indépendantistes du nord du Mali avec dans la foulée la rupture de relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine que les autorités maliennes accusent de soutenir les groupes indépendantistes du nord du Mali. J'avais en ligne pour en discuter Mohamed Maïga. Il est analyste des questions sécuritaires et responsable du cabinet Aliber Conseil. Merci à vous, Mohamed Maïga. Merci à vous. Merci à vous, Morgana Sogba-Metonji, expert des questions géopolitiques. C'est un plaisir. Dans Actu de la semaine, nous revenons sur cette phrase qui fait polémique en Côte d'Ivoire. Il faut savoir partir. C'est une phrase qui est du désormais ex-archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois. Il a fait sortir cette phrase le 3 août dernier en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé alors qu'il passait, lui, Cardinal Coutois, la main à Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. À sa place, il se retire donc en raison de son âge avancé. Jean-Pierre Cardinal Coutois, qu'on écoute. Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Jean-Pierre Cardinal Coutois, le désormais ex-archevêque métropolitain d'Abidjan. Pour en parler d'Abidjan, j'ai en ligne Noureddine Oye-Olé. Il est analyste politique. Bonjour à vous. Bonjour, M. Moumouni. Bonjour, Diabiga Soro, analyste politique également. Bonjour, M. Moumouni. Cette phrase, beaucoup se sont dit qu'elle a été adressée à Ouattara. D'autres ont dit qu'elle était adressée à Laurent Gbagbo. Toujours est-il que, comme je l'ai dit, il y a une polémique autour de cette phrase. Et certains observateurs estiment que le cardinal Coutois se retire pour pouvoir créer un déclic au niveau de ces deux grands de la scène politique ivoirienne. Quelle est la lecture que vous en faites? Je commence par Diabiga Soro. Merci de commencer par moi, Momouni.
derrière cette phrase du cardinal Courtois, il faut disséquer deux choses. D'abord, il y a le message subliminal qu'il adresse au président de la République, Alassane Ouattara, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 14 ans et qui a modifié la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Ce que les gens appelaient en Côte d'Ivoire ici un mandat anticonstitutionnel. Donc, quand le cardinal dit qu'il est temps de partir, qu'il faut savoir partir et céder la place aux plus jeunes, il y a ce message-là qu'il adresse au président Alassane Ouattara. Il lui dit qu'il est temps de partir. Derrière cela, il y a un autre message qui s'adresse au président Gbagbo, mais que tout le monde n'a pas perçu. Il y a tout un contexte derrière cela. En 2010, l'Église catholique n'a pas soutenu le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'était pas catholique, il était évangélique. Et quand le président Gbagbo est revenu de prison, l'une des premières actions qu'il a menées, c'était de changer d'église et de devenir maintenant catholique. Vous comprenez? Donc, sur la scène politique aujourd'hui, nous avons le président Laurent Gbagbo, potentiel candidat. Nous avons Tidiane Thiam, potentiel candidat. Et Alassane Ouattara, potentiel candidat à sa propre succession. Il se trouve que Tidiane Thiam est musulman. Alassane Ouattara est président sortant, qui est musulman aussi. Et Monseigneur Courtois, qui est chrétien catholique, tout comme Laurent Gbagbo. Donc, ce message qui s'adresse là, ça s'adresse au président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui perçu comme le plus petit par Monseigneur Courtois. Noureddine Oyewole. En tant que communicateur, je regarde le contexte. Bon, on est dans un contexte où des hautes personnalités du pays sont réunies dans la cathédrale, la plus grande cathédrale de l'Abidjan, à un moment solennel où le cardinal Courtois doit céder le flambeau. Mais quand il commence sa phrase, il dit Monsieur le Premier ministre représentant le chef de l'État, et puis après il dit cher chrétien, et il lance la phrase. Avant même de commencer la lecture de son discours, il lance la phrase il faut savoir partir. Et puis bon, dans la foule, et c'est là qu'après il argumente pourquoi il faut savoir partir, et ainsi de suite. Donc pour moi, quand je regarde déjà, il y a qu'un seul destinataire. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Parce qu'après, il dit qu'il faut savoir laisser la place aux plus jeunes qui ont les mêmes compétences que vous. Aujourd'hui, sur la scène, le profil d'Alassane Ouattara, le profil de Tidiane Thiam est comparé à celui d'Alassane Ouattara. C'est des hauts technocrates qui ont fait leur preuve au niveau international, qui ont des compétences, qui ont un réseau, ainsi de suite. Et donc, pour moi, c'est clair. C'est-à-dire, le message, il ne s'adresse pas à Laurent Gbagbo, il s'adresse surtout à Alassane Ouattara. Et c'est normal que, parce que, comme je dis, je reprends le contexte. Le contexte, c'est qu'il dit, Monsieur le Premier ministre, représentant le chef de l'État, cher chrétien, il lance la phrase, il faut savoir partir. Et c'est après qu'il lit son discours, son argumentaire, pourquoi il faut partir, parce qu'on peut agacer les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour moi, le message est clair, c'est Alassane Ouattara, c'est pas Laurent Gbagbo. Et donc, et n'oublions pas, le discours du cardinal du cardinal Courtois, fait suite au fait que en 2010, lorsque Alassane Ouattara se représente à nouveau pour la troisième fois, dans sa même toge rouge, il s'est adressé au président Alassane Ouattara pour lui dire de ne pas se présenter. Ouais, donc il y a une succession de faits qui fondent à croire que son discours est adressé à Alassane Ouattara. Maintenant, quelle réception le président en a fait? Oui, le parti au pouvoir a dit que le message ne l'engage pas. Bien sûr, le message ne l'engage pas. Donc, je pense que, parce qu'en 2020, lorsque le cardinal s'est adressé à Alassane Ouattara de façon frontale, il y a eu une conférence de presse de haut cadre du RHDP pour dénoncer l'attitude du prélat qui ne parlait pas au nom de l'Église, mais parlons en son nom propre. Mais Noureddine Oyewole, est-ce que vous êtes d'accord avec des observateurs qui estiment que le cardinal Courtois se retire pour donner le bon exemple à quelques mois de la présidentielle? Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire que... Je pense que c'est une démarche qui est normale. Et quand on sort du cadre de l'Église, c'est une démarche qui est citoyenne. Et en tant qu'observateur de la vie politique, ils ont un exemple à donner et ils ont une démarche à enseigner, à inculquer. Et quand il se retire de lui-même et qu'il annonce qu'il faut laisser la place à une jeune génération, je pense que c'est un très bel exemple qu'il donne. Et j'avais oublié de mentionner le fait qu'en Côte d'Ivoire, c'est un contexte aussi que je relève. L'Église catholique, depuis ces dernières années, n'était pas totalement en odeur de sainteté avec le pouvoir en place. En 2020, nous avons vu la sortie
catastrophique du ministre Adjoumani à la cathédrale. Et l'Église catholique n'a pas apprécié cela. Il y a eu un retour. Et donc, je reviens, lorsque je disais qu'il y a deux messages que le cardinal véhiculait dans cette phrase-là. L'Église catholique est un élément immatériel assez puissant qui a même une branche politique, même si on ne l'annonce pas parce que c'est un organe religieux. L'Église catholique est très puissant et il y a cet organe politique-là qu'il continue d'entretenir dans tous les pays. Alors, Noureddine Oyéolé, vous n'aviez pas terminé, oui? Oui, je disais tout à l'heure qu'effectivement, c'est tout à fait logique que quand on voit que des leaders politiques avec le poids de l'âge, parce que la fonction présidentielle demande beaucoup d'efforts au niveau physique, au niveau intellectuel, même si au niveau intellectuel on est brillant, mais physiquement ça épuise. Et donc, je pense que, je l'ai dit une fois ici, que c'est au niveau du bilan de la santé, du bilan de la santé, du bulletin de santé, pardon, que Alassane Ouattara pourrait dire est-ce que je continue, mais continue pas, parce que si on regarde la Constitution, il a 82 ans aujourd'hui. Voilà, au regard de la Constitution, rien ne l'empêche de se présenter, mais c'est à lui de juger au niveau de la santé pour se dire bon, il est temps que je parte. Et donc je pense que ce serait, comme on le dit, c'est un beau geste à saluer, mais tout dépend de lui-même, de sa décision et de sa capacité à continuer. Parce que vous savez, comme on le dit, il y a beaucoup de cas à travers le monde qui démentent le fait que bon, les vieilles personnes ne soient pas aptes. Donc je pense qu'il y a plusieurs positions là-dessus. Mais c'est une décision personnelle d'Alassane Ouattara. Et comme l'a dit mon confrère, c'est élégant quand on sait qu'on est fatigué, mais c'est élégant de demander à partir. Et je pense que c'est exemplaire, c'est un exemple qu'on donne aux générations à venir. Djabiga Soro, en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup d'autres pays africains, ceux qui ont fondé les partis, ceux qui en occupent la tête, ont souvent de mal à savoir quand est-ce qu'il faut partir. Qu'est-ce que ce message du cardinal Koutoua peut créer comme déclic au sein de la jeunesse ivoirienne qui est aussi impatiente de pouvoir gérer le pays? Rappelons que depuis le décès de Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, qui est décédé il y a 1 an, ce sont les trois qui ont toujours dominé la scène politique ivoirienne. Le déclic est déjà créé. Le message ne fera que conforter les jeunes Ivoiriens dans leur position. Tout récemment, au mois de juillet, le président de la République devait faire une déclaration et toute la classe politique s'attendait à ce qu'il annonce son retrait. Toute la classe politique, c'était au mois de juin, disons. Donc, les consciences sont déjà éveillées depuis 2020. Les jeunes générations attendent aujourd'hui que le président Alassane Ouattara passe le flambeau et en tant que personnalité iconique de l'État ivoirien, on attend qu'il donne l'exemple pour que tout le monde puisse suivre aussi. Le message permettra peut-être de consolider, de conforter tout un chacun dans sa position. Mais le déclic, je pense pour ma part que le déclic est déjà créé. Les jeunes gens ont compris aujourd'hui qu'il est temps qu'on leur fasse confiance, qu'on leur passe le flambeau. Noureddine Oyéolé. Oui, le constat que vous faites effectivement, les fondateurs des partis en Afrique partout ne partent pas. On a comme l'impression que le parti est comme une propriété privée. Il y a une relation personnelle au parti, enfin patrimoniale de la gestion du parti. Regardez un peu à travers l'Afrique, même en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a créé et il ne quitte pas la scène. Henri Konan Bédié a du parti naturellement. Alassane Ouattara est encore à la tête du parti. Quand on voit au Sénégal, on voit la famille Ouad, ainsi de suite. Donc il y a tous ces exemples en Afrique montrent qu'il y a un problème de démocratie même dans nos partis. Il y a une gestion patrimoniale de nos partis. Et donc, pour que la démocratie puisse régner d'abord dans nos pays, il faut bien que dans nos différents partis politiques, la démocratie puisse régner, que le choix des candidats soit fait par exemple par des primaires. On a rarement vu les partis organiser des véritables primaires ouverts pour choisir les candidats. Tout ça, c'est problématique parce que c'est tout ça qui rejaillit au niveau même de la gestion de nos États, des contentieux électoraux, ou ainsi de suite. Donc, je pense que pour le moment, nos leaders à travers l'Afrique, surtout dans le monde francophone, ne montrent pas le bon exemple. C'est peut-être dans les pays anglophones qu'on a de bons exemples. On voit des primaires pour le choix des candidats, mais dans nos pays francophones, les fondateurs des partis meurent à la tête des partis, ou bien souvent il y a même une sorte de session
une succession, comme un héritage qu'on passe à ses proches, à ses enfants, et je pense que ce n'est pas un bon exemple. Donc l'adresse du cardinal Coutois, au-delà de la Côte d'Ivoire, s'adresse à toute la classe politique africaine pour qu'on revoie la gestion d'abord de nos partis, qu'on comprenne qu'il faut une démocratie interne dans nos partis. Et c'est ça qui va nous permettre d'expérimenter la démocratie au plan national. Ça pose la problématique de la maturité démocratique des Africains, notamment des chefs d'État africains. En général, quand on prend la plupart des chefs d'État africains, Blaise Compaoré, tout près ici, a dû partir. Le président Bédi a dû quitter la tête du PDCI, naturellement, mon confrère l'a souligné. Au Cameroun, on voit le président Paul Biya, qui a été interrogé récemment sur cette même question. Il a dit qu'il faut respecter la constitution de son pays. Allez comprendre ce qu'il faut comprendre. Et malheureusement, après plus de 60 ans d'indépendance pour certains pays, on n'a pas encore perçu la quintessence de la démocratie. Et bien malheureusement encore, c'est cette même démocratie-là aujourd'hui qui se retourne contre nous-mêmes, les peuples africains, et qui suscite des guerres un peu partout. En Côte d'Ivoire, on a un cycle électoral de 10 ans, et chaque 10 ans, la guerre reprend, parce qu'on n'a pas compris l'objectif de la démocratie. Et espérons vivement que ce message-là puisse susciter le déclic dont vous parlez auprès des chefs d'État aussi. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des jeunes qui manquent pour se positionner et participer à cette présidentielle qui est annoncée pour 2025. Charles Blé Goudé est là, Tidiane Thiam est là. Tidiane Thiam, justement, qui ces derniers jours est l'objet de beaucoup d'attaques, de beaucoup d'insultes, en raison des propos qu'il tient par rapport à certains thèmes techniques, quand il parle par exemple de l'indice de développement humain, ce que Tidiane Thiam dit n'est pas dénué de sens à Noureddine Oyewole. Oui, bien sûr, c'est un technicien. Je pense qu'en avançant l'IDH, même récemment dans son discours hier à l'occasion de l'indépendance, il a été pédagogue pour expliquer pourquoi il parlait d'indice de développement humain. Je pense que c'est tout à fait justifié. Mais en même temps, il faut comprendre que l'agenda politique, celui qui tient l'agenda politique, c'est celui qui tient le débat politique. Le RHDP a eu jusqu'à présent, j'allais dire, présente le programme, les résultats économiques d'Alassane Ouattara comme étant des résultats très, très, très élogieux, en tout cas, et des résultats inattaquables. Et Tidiane Thiam, c'est normal aujourd'hui, aborde le côté IDH pour attaquer ce programme. Je pense que c'est un biais qu'il emprunte pour pouvoir attaquer le programme. Parce qu'en tant que tel, quand on regarde toutes les réalisations socio-économiques, effectivement, il y a un satisfecit de la part du RHDP. Et lui, c'est le biais par lequel il attaque ce programme-là pour dire, au-delà des éloges qui sont faits, il y a quand même des difficultés au niveau humain, au niveau individuel, les Ivoiriens ne vivent pas bien haut là-bas. Là, nous sommes carrément dans la politique. C'est sa façon d'exister pour que son discours puisse porter. Jusqu'ici, c'est le seul opposant qui a répondu indirectement à Alassane Ouattara. Voilà, c'est l'opposant qui a réussi parce que les autres, jusqu'à présent, sont restés sur des débats qui ne sont pas purement économiques. Et donc, ça, il faut le féliciter parce que ce biais-là lui a permis d'avoir une certaine, de faire en sorte que son discours ait une certaine résonance au niveau du champ politique, et c'est à saluer. Djabiga Soro, est-ce qu'il n'est pas temps que les politiques ivoiriens s'activent sur des questions qui vont quand même améliorer le bien-être des populations, comme celle qu'agite aujourd'hui Tidiane Thiam? Oui, Tidiane Thiam est dans son rôle. Parce que c'est factuel. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, le taux de suicide est très élevé. C'est scandaleux. Je ne vais pas vous l'apprendre. Dans les 2 derniers mois, on a eu un taux très élevé de personnes qui se suicident. Et le taux de décès en maternité est très élevé également. Il y a un nombre étonnant de femmes qui meurent en donnant la vie. Tout ça, ça relève de l'IDH. Et en tant qu'opposant, il est du rôle de Tidiane Thiam de critiquer et de faire aussi des propositions. Il ne faut pas cracher sur le bilan du RHDP, le président Alassane Ouattara, qui a quand même positionné la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Mais il ne faut pas négliger aussi ce que je viens de relever. Aujourd'hui, quand on fait le classement des pays où il y a un taux de suicide qui est vraiment élevé, la Côte d'Ivoire en fait partie considérablement. Et le taux de mortalité en maternité que je viens de relever aussi est très important. Et les questions médicales aussi,
et la scolarisation, la sécurisation, tout ça est important. Et Tidiane Thiam fait bien de le relever, c'est pour ça qu'on a élu le président Alassane Ouattara. Et s'il manque d'accomplir à bien cette mission-là, il est important de relever ces questions-là. Noureddine Oyeolé, quelle est la durée de vie de ces questions primordiales quand même sur le fait que quand on prend en compte le fait que la politique politicienne peut rapidement revenir, parce que l'espace politique ivoirien, il est caractérisé par des joutes verbales, par des insultes, par des diatribes, et en fin de compte, on se rend compte que quand il y a échéance, les vraies questions de fond ne sont pas abordées. Vous avez effectivement raison, mais je pense que la force, c'est Tidiane Thiam doit continuer dans ce sens pour ramener le débat le débat politique sur les questions qui touchent à la vie des Ivoiriens. Et je pense que s'il arrive à rester sur cette position, à toujours ramener le débat sur la question du développement, je pense qu'en ce moment, vous voyez, il pourra imposer son agenda de sorte que la question économique, les faiblesses de gouvernance actuelle soient mises à nu, pour que lui aussi, il puisse avoir une brèche pour résister. Je pense que c'est le grand défi qui doit avoir lieu, que doit relever Tidiane Thiam, et parce que comme vous l'avez dit jusqu'à présent, les autres partis sont restés sur des questions de liste électorale, d'exception purement, j'allais dire politicienne, souvent qui n'intéressent pas en tant que telle la population. Tidiane Thiam a dit aussi qu'il faut que le nombre d'électeurs augmente en Côte d'Ivoire, qu'il aille au moins à 5 millions. Oui, effectivement, il a dit, mais en même temps, il a répondu, c'est à eux de faire le travail. C'est pourquoi il y a une opération, un militant, dit qu'un militant puisse recruter 10 personnes. Donc, je pense que ça, c'est un challenge interne aux différents partis politiques qui doit faire en sorte qu'ils puissent enrôler suffisamment de jeunes, surtout sur la liste électorale, afin que ces potentiels électeurs puissent être à leur faveur. Donc, je pense que ça, c'est un challenge. C'est vrai, c'est un challenge pour tout le pays, mais les partis politiques doivent s'organiser pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de partisans qui soient enrôlés. Diabiga Soro, je termine par vous. Est-ce que le fait que Tidiane Thiam pose sur la table ces questions qui tiennent à cœur beaucoup d'Ivoiriens, ça va pousser la classe politique, comme le disait un peu Noureddine Oyeolé, ça va pousser la classe politique à changer de priorité dans les discours politiques? Oui, il est en train de relever le niveau du débat. Si vous avez bien suivi le discours à la nation du président Alassane Ouattara à la faveur du 64e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'était un peu différent des autres discours. Il ne faisait pas dans l'autosatisfaction. Remarquez, si vous comptez le nombre de fois qu'il a répété le mot « malgré » dans son intervention, on a compris qu'il y avait vraiment un regain de conscience et d'humanisme. Il disait malgré que le pays est à tel niveau, nous avons tel résultat. On comprend que le président Alassane Ouattara aujourd'hui est conscient qu'il a en face de lui une opposition assez solide, qui sait où elle va et qui sait cibler les problèmes sérieux. Donc, il faut faire attention aussi à ces différentes déclarations et puis il faut bien situer le débat, il faut bien orienter le débat. Donc, je pense que les différentes sorties du Tidiane Thiam et aussi le PPAC qui fait les jeudis de Katina et maintenant qui est géré par TID contribuent aussi fortement à modéliser le niveau du débat en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que l'intervention de Tidiane Thiam est beaucoup bénéfique, notamment pour l'opposition, pour la population, et permet aussi de relever le niveau du débat, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du pouvoir en place. Et ça va nous aider parce que là, véritablement, c'est un grand challenger qui est là sur la scène politique et qui va obliger, je pense que le RHDP à travailler d'arrache-pied, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, le président Alassane Ouattara a axé son discours à la nation sur la question de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et je pense que tant mieux pour la population, ça va permettre aux politiciens de se consacrer à l'amélioration de la vie des Ivoiriens et non dans les guéguerres politiques qui souvent nous créent beaucoup de problèmes. Merci Noureddine Oyeolé, analyste politique ivoirien. Vous discutiez avec Diabiga Soro, il est aussi analyste politique. Je vous souhaite de passer un très bon week-end à Abidjan. Merci.
On en vient à ce sujet sur le Sénégal. Cette semaine, deux quotidiens ont dû fermer face aux difficultés de trésorerie, aux difficultés financières. Il s'agit des journaux Sunu Lamb et Stade. De manière générale, la crise affecte beaucoup de médias sénégalais. Nous avons en ligne pour en discuter Mamadou Thior, il est le président du CORED, le Conseil pour l'observation de l'éthique et de la déontologie dans les médias au Sénégal. Bonjour. Bonjour Sani, et bonjour à vos auditeurs. Pour discuter avec vous, Mamadou Sy Albert, un autre journaliste sénégalais. Bonjour. Bonjour. Je vous propose d'écouter tout de suite Mamadou Ibra Kane par rapport à ce problème que j'évoquais tout à l'heure et nous revenons après. Actuellement, la quasi-totalité des entreprises de presse sont dans d'énormes difficultés. Les entreprises de presse ne parviennent plus à payer les salaires, ne parviennent plus à payer les cotisations sociales et la couverture maladie. Et les entreprises de presse ont accumulé des arriérés de salaire qui dépassent les 3 mois. Donc, les entreprises de presse ne rendent pas nécessairement compte de cette situation-là. Nous, on a 3 mois d'arriérés de salaire, donc on a décidé d'arrêter l'hémorragie en attendant que l'on puisse se relancer. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons licencié quasiment tout notre personnel de rédaction et le personnel qui est lié au fonctionnement de la rédaction. Mamadou Thior, est-ce que vous avez aussi remarqué cette agonie au niveau de certains médias au Sénégal? Oui, il faut dire que nous avons un cadre, le CORED, le patronat de presse et les autres associations faîtières qui s'appelle la coordination des associations de presse, où nous nous concertons de temps en temps. Et oui, il faut reconnaître que les difficultés sont quand même réelles pour donc les entreprises. Le problème que ça pose en sourdine, c'est le modèle économique de nos entreprises de presse. Parce que, comme l'a dit le président du patronat de presse, si toutes les entreprises sont dans des difficultés, ça veut dire qu'il faut réinventer ou mettre en place un modèle viable, ou des modèles viables. Parce que ça veut dire que si on n'arrive pas à avoir ce modèle-là, on aura peut-être trouvé une solution pour aider les entreprises à continuer, mais on risque de retomber dans les mêmes travers peut-être dans quelques années. Et c'est là où cette crise-là, qu'on appelle crise ou autre chose, est intéressante pour faire une bonne fois. Et vous pouvez faire le diagnostic qu'il faut par rapport à la situation de la presse et vraiment faire en sorte que les moins mauvais restent. Parce qu'aussi, il y a des trous dans la presse actuellement. Et il y a lieu d'assainir parce que nous, au CORED, c'est notre combat de tous les jours, assainir la presse là pour faire en sorte que les vrais professionnels continuent à exercer ce métier. Mamadou Sy Albert, comment est-ce qu'il faut assainir la presse, cet assainissement dont parle Mamadou Thior? Il faut redéfinir le modèle de l'entreprise de presse au Sénégal parce que depuis les années 80 jusqu'à maintenant, on n'arrive pas réellement à avoir des entreprises de presse répondant aux normes de l'entreprise. On a plutôt des initiatives ici et là. Les journalistes, des hommes d'affaires ont créé des groupes de presse ou bien des organes ou des radios. Mais jusqu'à présent, ce modèle-là, il ne marche pas. L'explication, c'est par exemple les charges salariales. Les entreprises de presse en question n'arrivent pas à respecter les charges salariales. Ils n'arrivent pas à se conformer à la loi. Il a dit par rapport à la sécurité sociale, par rapport aux impôts. Donc, économiquement, ces entreprises ne sont pas viables. Maintenant, comment arriver à trouver un modèle économique? C'est toute la difficulté. Ça demande, je crois, un assainissement. En ce sens que les groupes de presse qui sont gérés par des journalistes, par des hommes des médias, ça existe au Sénégal. Mais il y a des entreprises qui sont gérées aussi par des hommes d'affaires. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois Mamadou Ibra Kane qui parle à ce niveau du problème des impôts. L'ancien président Macky Sall, avant de quitter le pouvoir, avait prononcé un effacement des taxes pour les entreprises de presse, mais le nouveau pouvoir
a annulé donc cet effacement. On l'écoute et nous revenons juste après. Avec le président Macky Sall, on avait un effacement intégral de la dette fiscale jusqu'au 31 décembre 2023. Les nouvelles autorités n'acceptent pas cet effacement fiscal-là et donc nous sommes prêts à négocier des moratoires pour le paiement de cette dette fiscale. Les nouvelles autorités nous disent non, il n'y aura pas d'effacement. Nous disons ok, nous sommes prêts à payer parce que ce sont nos dettes, mais à condition que les entreprises qui sont exemptes de financiers puissent le payer avec des moratoires très souples. Mais en réalité, dans le plan d'action que nous voulions soumettre aux nouvelles autorités, il y a une fiscalité spécifique au secteur de la presse. Tous les secteurs qui sont érigés en secteur stratégique et névralgique au Sénégal bénéficient d'une fiscalité spécifique. C'est le cas dans l'agriculture, l'élevage, le logement social, etc. Et c'est le cas même pour le secteur du tourisme. C'est le cas aussi pour les investissements étrangers au Sénégal, où on octroie des exonérations et des taxes et impôts pour les investisseurs étrangers, exonération totale même qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc nous disons que nous sommes un secteur en difficulté, un secteur en crise, et donc nous revendiquons le statut de secteur névralgique et stratégique pour le Sénégal, parce que la presse est un baromètre de la démocratie, la presse est un facteur de renforcement de la démocratie pour la pluralité et la liberté d'expression. Donc c'est pourquoi nous pensons que le véritable débat, c'est en réalité une fiscalité allégée pour le secteur de la presse, comme cela se fait en France. Il y a une fiscalité spécifique pour le secteur des médias. Il y a même une fiscalité spécifique pour les travailleurs des médias. Mamadou Thior, votre réaction? L'impôt, tout le monde doit payer l'impôt. Ça, il faut qu'on s'accorde là-dessus. Mais avec la spécificité, comme il l'a rappelé, des entreprises de presse, l'État, les nouvelles autorités doivent être sensibles à cela. Parce que aussi, il ne sert à rien, comme ils le font par exemple pour les gens qui viennent prospecter le pétrole ou le gaz. Il y a des facilités au plan fiscal qui leur sont faites pour faire en sorte que les gens puissent faire leur travail de prospection et d'exploration. Donc la presse est quand même une profession qui est assez spécifique. Il y a lieu de leur faire un impôt qui leur est spécifique, plus souple, mais pas un impôt qui va les asphyxier, parce qu'il ne sert à rien qu'au moment où certainement vous voulez créer d'emplois, qu'on assiste à la perte d'emploi. Ça, je pense que même pour les nouvelles autorités, c'est pas bon signe. Donc de ce côté-là, oui, il y a peut-être des choses à revoir. Mamadou Sy Albert. Disons que c'est clair que les patrons de presse ne peuvent pas payer cette fiscalité-là. Il y a une dette, elle est lourde. Les entreprises de presse sont dans une situation économique et sociale très difficile. On comprend que les patrons de presse souhaitent que cette dette fiscale soit effacée, ou à défaut qu'on ait des échéances, un moratoire qui puisse permettre à ces entreprises de souffler et d'honorer leur engagement. Ça, ce n'est qu'un aspect. Je pense qu'il faut nécessairement un plan de relance de la presse. La presse sénégalaise, elle est en faillite. Sur le plan économique, sur le plan financier, elle est en faillite. Maintenant, c'est évident aussi qu'elle joue un rôle. Elle continue de jouer un rôle irremplaçable dans le fonctionnement de la gouvernance des affaires publiques. Mais il faudrait discuter avec l'État, avec les opérateurs privés, les partenaires, qu'on ait un plan de relance de l'entreprise de presse. S'il n'y a pas un plan de relance, on ne va pas sortir du cycle de la crise dans laquelle la presse est depuis des décennies. Je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait que les patrons de presse, les syndicats des journalistes, les autres patronats, qu'on puisse avoir un consensus pour protéger la presse, pour protéger l'entreprise de presse, pour que les journalistes puissent participer davantage à la gouvernance des affaires publiques. Aujourd'hui, il y a des concertations sur la justice,
Il y a des concertations sur le transport, il y a des concertations dans l'éducation. Mais la presse doit faire l'objet d'une concertation. Elle est aussi importante que la justice, que les autres secteurs d'activité. Je pense que c'est un diagnostic national qu'il faut faire, que tous les acteurs conviennent quelle est la place de la presse, quelle est la place de l'entreprise de presse, comment la presse peut participer aussi bien au développement économique et social que au niveau de la gouvernance. C'est pas seulement la démocratie, la presse, elle est un levier économique. Et je crois que s'il y a des assises, les patrons de presse, les journalistes, la société civile pourraient trouver un consensus pour que la presse ne meure pas. Et ça, je pense que les assises sont le cadre idéal pour vraiment mettre la presse au cœur de notre démocratie et au cœur du développement du Sénégal. La réaction de Mamadou Thior. Oui, à ce niveau, il y a déjà un travail qui a été fait, parce que, rappelez-vous, la coordination des associations de presse a initié les assises nationales des médias. Elle est en train de mettre la main sur le document final et bientôt d'ailleurs la date de publication de ces assises-là va être annoncée. Et il y a des propositions qui vont dans la bonne direction. Parce que pendant le processus nous a pris 2 ans et presque les gens ont diagnostiqué la presse dans 6 commissions. Il a été question, par exemple, on a parlé de modèles économiques en début d'émission. On a même proposé des modèles économiques dans le cadre des assises nationales des médias. Donc je pense que si les nouvelles autorités sont intéressées pour peut-être avoir un nouveau départ au niveau de la presse, nous sommes disposés, et nous l'avons dit à qui de droit, à leur remettre ces conclusions-là qui peuvent servir donc de feuille de route pour vraiment enclencher un nouveau départ de la presse sénégalaise. Je vous remercie, Mamadou Thior. Il est à la tête du CORED, le Conseil pour l'observation de l'éthique et de la déontologie dans les médias au Sénégal. Mamadou Sy Albert était également avec nous. Journaliste et aussi expert des questions politiques. Merci à vous deux. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. Actu de la semaine s'achève. Nous avons parlé de la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine et entre le Niger et l'Ukraine dans la foulée donc de ces accusations des autorités maliennes par rapport à un soutien ukrainien aux groupes indépendantistes du nord du Mali. Vous avez eu également les décryptages de 2 analystes politiques ivoiriens sur ce qu'il faut comprendre de cette phrase de l'ex-cardinal métropolitain d'Abidjan, le cardinal Koutoua, qui, en passant la main à son successeur, a estimé qu'il faut savoir partir. Nous avons terminé par le Sénégal, où plusieurs médias sont en difficulté. Durant la semaine, 2 quotidiens ont dû fermer. Il s'agit de Sunoulamb et du Stade. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à vous.